Alors, suite à ces études, alors là, c'est des études de laboratoire qu'on a fait. On est allé regarder dans des conditions contrôlées, sur des mous microfiltrés. On contrôle vraiment tout. C'est les résultats que je vous ai montrés. On s'est posé la question, oui, mais par la suite, quoi? Qu'est-ce que je fais? Et est-ce qu'on peut déjà commencer à y réfléchir à des itinéraires technologiques pour vous aider sur l'amélioration du fruité? Bon, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter maintenant. Alors, voilà, comment raisonner un peu l'apport de ces levures et de la nutrition des levures pour optimiser la génération des composés volatiles. Alors, sachant que Enseniaspora et Saccharomyces, elles interagissent ensemble, et je vous l'ai montré en succession, d'abord Enseniaspora, après Saccharomyces, mais du fait des précurseurs générés par Saccharomyces qui arrivent après. Donc Enseniaspora ne peut pas les utiliser. Donc c'est un peu dommage. Est-ce qu'on peut changer la chose? Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir à quelque chose de différent? Voilà, c'est ce que je mettais ici en deuxième point. Est-ce qu'on peut faire utiliser ces précurseurs par Enseniaspora? Donc comment optimiser cette génération de composés volatiles? Et puis on a revérifié là en grandeur nature la possibilité d'utiliser Saccharomyces cerevisiae et dans quelles conditions. Et donc là on a testé quelques itinéraires. Alors on avait fait des manips déjà quand même en pilote pour tester des choses qu'on pensait intéressantes. Et puis après on est allé dans des ateliers. Merci d'ailleurs à ceux qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de faire ces essais-là. Et puis, voilà, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a essayé de raisonner pour se dire, est-ce qu'on peut faire un choix après d'itinéraire pour avoir une cible aromatique en fonction de ce qu'on veut faire, et voilà. Donc, la première chose, je vous ai rappelé, Enseniaspora valbiensis, alors elle ne va pas jusqu'au bout de la fermentation, certes, mais voilà, elle est capable de faire beaucoup d'arômes banane, on va dire, entre guillemets, fruité, banane, un type un peu banane. Alors c'est vrai que quand elle fonctionne très bien, ça type énormément la banane, mais bon, on peut raisonner après en assemblage, c'est pas forcément un problème. Alors elle fait pas de poire, très peu de rose puisqu'elle n'a pas de précurseur. Et puis par contre, voilà, en fonction, alors elle en fait toujours de l'acétate d'éthyle malheureusement, et en fonction des conditions, et notamment je parlais de l'oxygène, elle va en faire des quantités importantes avec donc des odeurs de col scotch, vous allez le repérer très facilement, et qui donnent de l'agressivité aux eaux de vie. Saccharomyces suvarum, donc la levure de la fermentation principale, elle avait à faire des choses un peu plus variées. Donc très peu, par contre, intérêt, très peu de col scotch. Là-dessus, elle est très intéressante. Et puis, elle va faire un petit peu de tout. Elle est capable de faire un petit peu de tout, peut-être en moins grande concentration, comme je vous le disais tout à l'heure, mais elle a des capacités stérifiantes un peu moins poussées que la première, mais elle est intéressante. C'est une souche cidricole, elle est intéressante pour ça, adaptée. Voilà, je vais répéter des choses, mais donc voilà. Donc il y a un intérêt aromatique et un intérêt de l'utiliser. Alors ce qu'on a essayé, c'est de voir comment ça fonctionnait en co-inoculation. Donc on met les deux en même temps. Alors ce qu'on voit, c'est que les deux en même temps, on va faire un petit peu plus de rose puisqu'il y a la SU qui va agir un petit peu quand même avec. Donc elle va commencer à faire quelques précurseurs que notre Enseniaspora. Alors Enseniaspora, j'ai mis HV, puis SU, c'est Saccharomyces suvarum. Et donc elle va les utiliser, elle va faire un petit peu de phényéthanol. Il y aura un petit peu moins de poire, alors ça c'est la petite histoire, mais bon, Enseniaspora, dans certaines conditions, elle va vous les dégrader. On aura de la banane, et par contre, malheureusement, Enseniaspora, elle fait toujours un petit peu de col scotch, plus ou moins, mais on fait toujours un peu. Ensuite, on a Cerevisiae. Alors là, par contre, c'est un autre profil aromatique. Donc des fruités de ce type-là, fruits, poires, bananes et autres. Pas de rose, pas du tout. Elle a très peu de capacité à générer ces composés-là. Et par contre, l'intérêt, c'est qu'elle fait peu d'acétate d'éthyle. Elles font peu d'acétate d'éthyle en général, les souches qui sont sélectionnées au niveau du vin. Et alors, on a regardé un petit itinéraire un petit peu particulier. On l'a appelé mélange. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas derrière le pupitre. Mélange HVSU. Alors là, on s'est dit, c'est dans le cadre de ce qu'on vous disait, on va essayer de raisonner un peu différemment aussi sur l'utilisation potentielle des précurseurs de SU. Donc là, on a pris le même mou qu'on a divisé en deux cuves. On a ensemencé une cuve avec Enseniaspora, une cuve avec Saccharomyces suvarum. Et puis on a commencé la fermentation dans les deux cuves, on a laissé dérouler. Et au bout de la perte, de mémoire, c'était 20 points de perte de 20 points de la Saccharomyces suvarum. Elle avait bien attaqué sa fermentation.
Donc elle avait eu capacité à générer des précurseurs. Et bien, on a mélangé les deux cuves. Et donc, alors on a fait différentes modalités, mais là, c'est ce que je vous présente là, c'est on a laissé les deux souches en même temps ensemble. Parce qu'on a possibilité, nous, mais c'est plus compliqué chez vous, de supprimer. Certaines fois, on peut supprimer des souches par microfiltration. Vous n'avez pas forcément toujours cette capacité-là. Quand on fait ça, eh ben, on change le profil. C'est vrai que là, on va faire énormément d'arômes floraux, de fait, parce que HV va pouvoir estérifier nos précurseurs faits par SU. On va avoir encore la banane, on va en avoir même beaucoup. Par contre, toujours un petit peu d'ester d'acétate. Donc ici, il y aura la gestion de cet ester d'acétate, d'acétate d'éthyle, pardon, à avoir. Donc en atelier, on est allé appliquer les mêmes itinéraires technologiques. Alors, en supplémentant toujours en azote pour pouvoir finir les fermentations, pour ne pas avoir de problème de fermentation languissante. Et puis, on a testé voilà, les différents itinéraires que je vous ai montrés versus un témoin. À chaque fois, on avait un témoin, alors qu'il était supplémenté en azote, mais un témoin qu'on laissait faire, comme vous avez l'habitude de pratiquer. Et puis, on a regardé, en fonction des essais, on a regardé le charentais, on a regardé la colonne. Donc, on a fait des cidres, et puis on est allé les distiller. On a voulu quand même aller jusqu'à la distillation, parce que ce que je vous avais montré avant, c'était plutôt sur cidre. Et on a refait des dégustations. Alors ça, c'est cet effet Cronan que vous avez entreaperçu ce matin. Des dégustations consommateurs. L'idée, c'était de voir est-ce qu'on génère vraiment du fruité et puis comment c'est perçu par nos jurys consommateurs. Donc, il y avait du décalage. La première étude était en 2019, celle-ci était en 2021. Donc les jurys ne sont pas les mêmes. En consommateur, ce n'est pas un problème. On travaille sur le nombre. Et ce qu'on a regardé, c'est qu'on a confirmé l'adéquation, la corrélation en fait entre l'agressivité et la concentration en acétate d'éthyle, Colescott, et même les aldéhydes. On vous parlait ce matin de l'acétaldéhyde et de l'acétal. Donc ces deux composés-là qui sont en lien avec l'agressivité. Donc ça, on le retrouve bien aussi encore. Et puis on a montré quelque chose, c'est que, alors finalement, j'ai pas mis de graphique là-dessus, mais ce que l'on montre, c'est que on a toujours du mal à découpler en fait ce que je vous ai mis dans le tableau d'avant, la formation des esters d'acétate avec l'acétate d'éthyle, parce que c'est un ester d'acétate malheureusement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui ressortait par contre au milieu de ça, c'est que les esters éthyliques, eux, étaient reliés avec du fruité, avec des eaux de vie perçues comme étant fruitées par les consommateurs. Donc, on est parti sur les esters d'acétate, mais les esters éthyliques, les autres composés, sont importants. Il ne faut pas les négliger et ça peut être aussi une piste pour essayer de les augmenter dans vos produits. Je parlais tout à l'heure de la distillation sur lit, par exemple, qui pourrait être une solution pour augmenter ces esters de façon importante. Alors, j'ai voulu vous représenter justement donc ce que je vous disais, ces caractéristiques qu'on vous a montrées, c'était en cidre. Quand on passe en distillation, et ben justement, on revient sur ce qu'a dit Martine tout à l'heure. Effet de la distillation, comment passent les composés. Vous voyez qu'ici, en fait, on perd, quelle que soit la modalité, on va perdre l'arôme floral. Et puis, on a une séparation très difficile de l'acétate d'éthyle des autres esters. Donc, en fait, on conserve, si on a beaucoup d'acétate d'éthyle, on conserve en fait ce composé-là et on n'arrive pas à l'enlever. D'où, je reviens sur ce que disait aussi Martine dans sa conclusion, importance de maîtriser les fermentations et l'acétate d'éthyle. Donc dans ce qu'on a montré, en fait, ce qui est important, ça va être aussi l'oxygène. Je ne sais plus comment j'en parle après. Oui, c'est là. Donc quels sont les facteurs à contrôler? On m'avait posé des questions sur éventuellement qu'est-ce que je fais moi maintenant concrètement, parce que c'est bien beau tout ce que vous racontez, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc pour premier point, on en a parlé, reparlé, mais je le rabâche souvent, je suis embêtant avec ça, je reviens, c'est la question hygiène. Si vous avez des contaminations, et donc si vous avez des fruits notamment, il y a la problématique des fruits, il y a la problématique de l'eau de convoyage, du matériel, voilà, il y a pas mal de choses. S'il y a de l'hygiène qui n'est pas assez poussée, malheureusement, on a, alors Secondi, Lactobacillus collinoides, j'avais mis le S exprès, j'étais mis à la page. C'est les microbiologistes, en fait, ils font ça pour pas que vous compreniez après leur truc, mais c'est pour nous brouiller un petit peu.
et puis Brettanomyces. Donc dans ces deux cas-là, si vous avez ces micro-organismes, ben vous allez avoir soit des piqûres acryliques, lactiques, la dégradation des esters, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous l'ai montré sur des graphiques. Donc importance d'aller faire de l'hygiène. Donc on est en train de travailler, nous, sur le transfert justement de ces aspects-là, comment vous aider sur l'amélioration de l'hygiène dans l'atelier. On fait des journées de formation dans des ateliers à une quinzaine, vingtaine de personnes. Ça, on est en train de développer ces choses-là pour essayer de vous aider sur cet aspect-là. Maîtrise de l'oxygène. Malheureusement, je vous l'ai dit, Ensenia spora valbiensis, elle est très sensible à l'oxygène. Dès que vous lui donnez de l'oxygène, elle va générer ce composé qui va donner de l'alcool scotch, donc de l'agressivité à vos eaux de vie. Donc moi, j'ai fait dans les essais qu'on avait fait, malheureusement, je n'avais pas assez pris de précautions sur la maîtrise de l'oxygène. J'avais pas trop, voilà, des fois on fait des erreurs. Et ça nous a montré ça en tout cas. C'est que dès que vous avez l'oxygène, c'est parti, acétate d'éthyle à fond. Et votre produit, il est agressif. Et vous avez beau avoir du fruité, parce qu'on m'a dit, la distillation, ça sentait la banane à fond. Sauf que voilà, il y a l'acétate d'éthyle qui vous gâche tout et qui perturbe le problème, quoi. Donc, maîtrise de l'oxygène, c'est important. Alors, par exemple, peut-être travailler sur les aspects bourbes. Bon, on va y revenir après sur les solutions. Température. Oui, malheureusement. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ateliers et dans certains cas, c'est même compliqué par rapport à des dimensions de cuve et autres. Mais bon, la maîtrise de température est malheureusement un facteur qui permet de limiter le développement de certains micro-organismes, dont Brettanomyces. Les nutriments, importance de connaître, j'en ai parlé tout à l'heure, connaître où vous en êtes, parce que il vaut mieux finir des fermentations rapidement plutôt que de laisser des choses traîner trop longtemps. C'est un problème après, parce que plus vous laissez vos fermentations longtemps traîner, plus vous pouvez avoir d'accidents microbiologiques derrière. On en a parlé tout à l'heure, un petit peu ce que disaient tout à l'heure Marina et Jean-Marie. Et du coup, les perspectives, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Alors, voilà, je vous parlais d'ateliers, on fait déjà des journées de formation, on est en train de réfléchir à des projets qu'on pourrait faire en co-construction. C'est pas mal la mode, mais ça fonctionne. C'est comment transférer ces aspects-là et en masse, c'est-à-dire essayer de toucher le plus de personnes possible. L'idée, c'est pas de toucher 10, 20 personnes, mais c'est vraiment de massifier le transfert. Et de comprendre en fait les liens, les freins à l'hygiène, à cette utilisation ou à cette mise en place de systèmes de nettoyage plus performants. Alors on sait du temps, des outils, de l'investissement, on est bien au courant, mais je pense qu'on peut travailler là-dessus et peut-être réfléchir sur l'intégration de l'hygiène à vos process. C'est-à-dire que souvent ça vient après, c'est-à-dire que vous avez dans l'idée de faire vos produits, ce que je comprends, mais peut-être que si vous intégrez ça dans votre process, que ça devient quelque chose d'obligatoire, et vous allez petit à petit y rentrer. Après, il y a des moyens d'y rentrer par étapes. Ce n'est pas l'idée de tout transformer d'un coup, vous n'arriverez pas, c'est sûr, il ne faut pas se noyer. Mais on a déjà des choses sur lesquelles on pourrait vous aiguiller pour changer petit à petit certaines pratiques. Sur l'aspect maîtrise de l'oxygène, voilà, c'est fermentation avec bourbe, par exemple. Je vous parlais d'un système PPO, c'est une enzyme qui va consommer l'oxygène pour que le cidre reste vraiment en anoxie. On me parlait tout à l'heure comment faire, mais compléter vos cuves à plein, c'est-à-dire ne pas laisser d'oxygène. Voilà, essayer d'avoir toujours un système de cuves pleines. Je sais que ça peut être problématique dans certains cas, mais c'est l'idée. Et puis d'avoir des sélections de souches peu productrices d'acétate d'éthyle. Je vous en avais parlé, Cerevisiae uvarum. On a une souche d'uvarum qu'on produit peu, par exemple. Sur les températures, l'idéal, c'est une cuverie réfrigérée, mais on est bien au courant que ce n'est pas forcément toujours évident. C'est un peu contre ce qui se discute actuellement sur les changements climatiques, sur les économies d'énergie. On est bien conscient de ça aussi, c'est un fait, mais c'est vrai que le contrôle de température est important. Sur l'aspect nutrition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pensez, essayez de voir, prenez du recul sur vos vergers, sur vos mous, essayez de comprendre comment se situent vos niveaux d'azote. Est-ce que vous avez de l'amendement ou pas? Est-ce qu'il faut que vous amendiez ou pas certaines parcelles en fonction de ce que vous voulez faire? Si vous voulez faire du site de consommation ou pas. Attention, site de consommation, il ne faut pas forcément en avoir trop. Voilà. Et puis, gérer le moment d'ajout, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et enfin, ça, c'est un peu les perspectives complémentaires. C'est des travaux qu'on est en train de réaliser malgré tout sur des sélections de souches commerciales.
je vous ai montré des souches qu'on travaille, Synricol. Malheureusement, elles ne sont pas encore sur le marché. Je vais y revenir un peu après. D'ores et déjà, il y a des souches viticoles qui peuvent vous aider. Donc, on est en train de regarder celles qui sont plus efficaces aromatiquement parlant. Pour nos souches personnelles, donc la Saccharomyces suvarum et l'Ancianaspora valbiensis, en fait, on a travaillé depuis des années. Alors, je sais que certains vont nous dire ah, vous en parlez tout le temps, ça ne sort pas. En fait, c'est très compliqué. C'est des souches qui sont particulières. Elles sont très difficilement sèches. On les sèche difficilement. Donc, on a déjà mobilisé des faiseurs, des gros faiseurs qui ont un peu botté en touche parce que vous avez ce problème de séchage et ce problème de rentabilité économique que je vous ai mis là. C'est-à-dire que eux, malheureusement, ils font du business et s'ils n'ont pas un gros marché, ils n'y vont pas. Et là, actuellement, on essaie de leur prouver que la filière est intéressée, mais ce n'est pas évident. Donc, on a un peu bloqué. Par contre, on espère, là, on a un dernier industriel qui nous a même sollicité, lui qui est revenu carrément vers nous en disant « mais moi, je le fais, je le fais, je le fais ». Donc, on va essayer de travailler avec eux pour vraiment essayer de sortir ces souches parce qu'on est vraiment convaincu que pour la filière, c'est important. Je reviendrai sur une question qui m'a été posée d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, le criblage de souches dont je vous ai parlé. Donc là, on est en cours de criblage. On est sur des typologies de souches qu'on a sélectionnées pour normalement fonctionner dans le milieu cidricole, c'est-à-dire des souches qui fonctionnent plutôt à basse température. Enfin voilà, bon, on est en train de regarder tous ces aspects-là. Et puis pour finir, l'idée de la suite de ce projet-là, de Monarque, parce que vous voyez bien, il y a encore des questions un peu partout. Malheureusement, souvent on n'est pas à la même dimension que la production au niveau de la recherche et on pose d'autres questions, malheureusement. On en résout quelques-unes, mais on pose d'autres questions. Et l'idée, c'est de vraiment présenter un autre projet pour aller plus loin, pour essayer de vraiment nous apporter d'autres solutions. Donc de travailler sur justement la diminution de l'agressivité. Donc j'en ai parlé par rapport à l'acétate d'éthyle, par rapport aux aldéhydes, qui sont des véhicules d'agressivité. Alors je suis convaincu, moi c'est ma façon de voir les choses, je pense qu'il y a une agressivité au nez, une agressivité en bouche, c'est pour ça que je rejoins un peu le commentaire de Ronan ce matin sur le senso, c'était dommage de ne pas aller voir l'agressivité en bouche, et je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on aille voir, donc il y aurait l'agressivité au nez qui serait due à ces molécules qui sont très volatiles, vous l'avez vu, qui sortent très tôt, et il y aurait probablement une agressivité en bouche autre, et là c'est des choses qu'on voudrait essayer de travailler, voilà, parce qu'il n'y a pas du tout la même perception au nez et en bouche. Et puis, essayer de mieux connaître les composés cibles. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, on était parti sur des postulats où on avait l'acétate de 2-phényléthyl, le phényléthanol. Pour nous, c'était les composés du cidre. C'était évident qu'ils allaient être les composés du calvados. Bon, je schématise un petit peu. La techno nous montre que non. Donc là, c'est peut-être aller revisiter. On sait qu'il y a les esters éthyliques, aller voir un petit peu plus justement l'intérêt de ces composés-là. Par rapport à ce que je vous disais, la lyse cellulaire qui pourrait permettre de les libérer. En plus, ils ne sont pas attaqués par Brettanomyces. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut du Brettanomyces, mais peut-être pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Et puis, voilà, tout un tas de choses qu'on voudrait développer dans ce projet-là, notamment favoriser de nouveau, travailler sur ces itinéraires technologiques, c'est difficile à dire ça, et travailler de nouveau sur la distillation par rapport à l'optimisation des coupes, de la simulation, pour aller un peu plus loin par rapport à ce que Martine a présenté tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y a de la microbio sur la partie TML. Voilà, continuer aussi à travailler sur ces aspects TML, contrôle de la TML et de l'acroléine. Voilà, je vous remercie. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je n'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Je sais qu'il y a des producteurs qui me disent qu'il faut être donner du concret. Mais vous pouvez poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Avant tout, un dernier petit truc. Alors, je voulais remercier l'IDAC quand même, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. C'était surtout eux d'ailleurs qui organisaient la journée, et heureusement qu'ils étaient là, parce que ça a permis vraiment d'avancer bien, donc c'était super. Et puis, je voulais remercier mes collègues de l'IFPC quand même, parce que on discute beaucoup des expérimentations, des montages de projets, des présentations. Donc, Pascal, Rémi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident beaucoup sur ces aspects-là. Et puis, toute la partie technique, Séverine et Sylvain qui sont là aujourd'hui, qui ont beaucoup participé à ce projet-là, qui ont fait pas mal d'expérimentations, puisque c'est eux qui préparent tout, qui nous font les suivis microbiologiques et tout. Voilà, donc c'était vrai. Et alors, il y a une personne qui n'est plus là. Malheureusement, on avait un CDD, Céline Evin, qui n'est plus là, qui a aussi beaucoup participé à ce projet. Donc voilà, je voulais les remercier parce que sans eux, on n'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe.
Voilà, merci. Je vois que j'étais hyper clair, il n'y a pas de questions. Si. Et l'effet fin d'après-midi. Merci. J'ai une question, mais avant la question, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous appelez distillation sur lit ou distillation sans lit? Est-ce que ça veut dire qu'après les fermentations, vous laissez les cidres sur lit fines et vous les soutirez quand même avant de distiller, ou vous envoyez les lits fines dans l'alambic? On envoie les lits fines dans l'alambic. Ça permet d'avoir la lisse cellulaire, justement. Par contre, il faut que ce soit des lits de bonne qualité, on va dire entre guillemets. Mais oui, c'est l'idée. Alors après, l'idée, c'est d'aller voir différentes modalités. Hein. C'est d'aller voir différentes modalités pour vraiment bien étudier ça. Mais c'est vraiment d'avoir cette... parce qu'en fait, vos lits, c'est souvent les levures hein, qui meurent et qui décantent. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir la libération optimum de ces composés-là à la distillation. Donc, et ça ne fait pas du rimage, ça? Quand on parle avec les chaudronniers, ils disent que ça fait du rimage. Ah bah, faudrait alors, je ne peux pas vous affirmer que non, que ça serait à regarder en fait. Ça serait à regarder. C'est des choses qu'on veut voir en tout cas. Alors après, peut-être que la technologie, il faudrait effectivement laisser la lisse cellulaire, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut laisser un temps de, entre guillemets, maturation, avec le risque d'avoir des accidents. Donc ça, c'est des choses à calculer, à regarder et à estimer, quoi. Donc je ne pourrais pas vous répondre d'entrée parce que je ne l'ai pas étudié. Et alors, donc merci. Et du coup, vous disiez que donc forcément pour limiter l'acétate d'éthyle, il faut limiter l'oxygène. Vous indiquiez que lorsqu'on conserve les bourbes, ça permet de capter plus d'oxygène. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas soutirer sous le chapeau. Et il faudrait voir en fait cette technologie aussi, regarder un petit peu ces aspects-là. Alors, il peut y avoir l'idée, en vin ça se fait, c'est de soutirer, récupérer les bourbes, les traiter et d'en remettre une partie. Bon, c'est un peu contraignant, je le sais. Je vois, dans le vin, ils réutilisent les bourbes, notamment pour des questions aromatiques, justement. Alors, vin de consommation, dans certains cas. Enfin voilà, en tout cas, l'idée, c'est d'essayer d'aller visiter des systèmes qui vous permettent de consommer l'oxygène. Alors après, on regardera, ce qu'on peut regarder, c'est si déjà à la clarification, si le travail est fait, que c'est sous anoxie, c'est peut-être suffisant. Mais c'est tout ça qu'il faut qu'on aille voir. Je ne peux pas non plus vous répondre de façon affirmative. En tout cas, il faut contrôler l'oxygène. Parce que du coup, si on conserve les bourbes pour contrôler l'oxygène, on ne peut plus conserver uniquement les lits fines avant distillation. Alors ça, on peut le conserver sur le début de la fermentation. C'est surtout parce qu'en fait, votre système va se mettre en anoxie très rapidement en fait. Hein. Donc après, peut-être qu'il y a moyen, justement, encore travailler sur le process de ce point de vue-là. C'est ça qu'il faudrait qu'on regarde. Justement, est-ce qu'il faut laisser combien de temps? Est-ce qu'il faut ressortir? Voilà, tout ça, moi, j'ai pas les questions parce que je ne l'ai pas testé. Mais c'était l'idée, c'est vraiment, on veut trouver des systèmes qui nous permettent de rester en abri d'oxygène naturellement, si possible. Ok, merci. Je vous en prie, merci. Alors j'avais une question à midi, je ne sais pas si j'ai répondu dans l'exposé, mais pour certains marchés, on veut quand même conserver de l'acétate d'éthyle. Donc notre souche Enseniaspora, elle va en faire facilement, il suffit d'oxygéner. Par contre, et là, si vous en voulez, l'acétate d'éthyle, vous en faites. Voilà, c'est assez facile. Sur les expérimentations qu'on a fait, sans trop contrôler, on est monté très facilement à 100-120 grammes par hectolitre d'alcool pur d'acétate d'éthyle. Donc sur des doses qui sont déjà perceptibles et qui ont déjà un impact sur l'arôme de votre produit. Bonjour, vous avez parlé un peu plus tôt de variétés de pommes dont on savait qu'elles produisaient plus d'acétate d'exil. Et je voulais savoir si on les connaissait, ces variétés, s'il y avait déjà eu une publication à ce propos. Alors, c'est plutôt hexanol, mais bon, c'est pas grave. C'est l'alcool, mais alors on en connaît des variétés. Alors après, on n'a pas testé sur toutes les variétés. Mais alors c'est Pascal qui pourrait en parler mieux que moi. Je sais que la Guilvic, mais qui vous concerne moins, en a beaucoup. Les variétés qui sont riches en hexanol, Guilvic, ça marche bien, mais c'est une variété acidulée particulière, donc en distillation, c'est moins utilisé. Douce moine, je crois. Ouais, il faudrait que je regarde ça. On a les données, on peut éventuellement vous les communiquer, mais on a des variétés, voilà. Mais après, ce qui joue, alors c'est compliqué à répondre de façon complètement certaine. C'est-à-dire que je parlais de l'effet maturité.
On a encore des choses, nous, à vérifier un petit peu. C'est-à-dire que si on a fait des analyses sur une pomme qui n'est pas maturité, on va avoir des doses moindres. Il faut vraiment être à maturité pour estimer correctement le niveau d'hexanol. Par rapport au test Lugol, c'est voilà, savoir si c'est... Parce qu'en fait, ça peut arriver que tu ne sois pas à maturité optimum, hein, même sur ta mise en process de tes pommes, ça peut arriver, ça. Après, c'est un équilibre entre l'état sanitaire des fruits et la maturation. Oui. Voilà, ouais, il y a toujours, parce que ces questions-là. Si en état sanitaire, tu n'es pas très bon, effectivement, tu vas avoir l'acétate d'éthyle en plus. Voilà. Mais on a eu la question, j'ai eu une discussion ce midi. Il y a aussi, alors l'aspect pomme est important, c'est-à-dire l'état des pommes. Et ça, c'est pas trop maîtrisé dans la filière. Il y a vraiment, moi je pense, par rapport à des expérimentations qu'on a fait, l'état des pommes à l'entrée de la cidrerie est hyper important. Et la dégradation peut se faire très rapidement parce que les méthodes de récolte mécanique font qu'on abîme très rapidement les pommes. Ouais, je sais bien, je te vois Thomas, tu fais... mais c'est un fait. Et du coup, ça a un impact réel sur la qualité du produit. Moi, c'est ce que je pense. Non. J'ai pas dit ça. Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a peut-être d'autres machines, il y a d'autres choses à faire. Le problème, c'est qu'on est un peu pieds et poings liés par les machinistes qui ne vont pas effectivement développer des machines spécifiques par rapport à un verger. Parce que voilà, on est trop petit, on est conscient de ça. Mais pour avoir fait des expérimentations sur justement la tenue des pommes, on a regardé, alors c'était un projet où on voulait regarder l'évolution de Penicillium expansum, ça donne la patuline, hein, c'était pour des questions sanitaires. Et on a fait des suivis comme ça, hein, où on allait regarder l'évolution des pommes, du verger, et on regardait à différents endroits, sortie récolteuse, sortie benne, silo, enfin voilà, on a regardé partout. Ça se dégrade hyper vite. Et j'ai en mémoire une machine, et c'était très bizarre d'avoir cette machine-là, j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a qui étaient étonnés, une machine de récolte de pommes de terre. C'était une machine qui n'abîmait pas les pommes, on avait des meilleurs résultats. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réflexion, on va pas revenir effectivement à la cueillette à la main. Le coût de vos pommes va exploser, c'est clair. Mais il y a peut-être des choses à faire. Enfin, moi, je suis convaincu. Voilà. Après, je sais qu'il y a des problèmes économiques derrière, il y a des problèmes techniques et autres, mais c'est une entrée vraiment d'amélioration qualitative. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je pense. Hein. Quand vous avez des fruits qui rentrent, qui sont sectionnés en deux, cassés, qui ont eu de la terre, forcément, il y a des micro-organismes qui sont là. Les contaminations telluriques sont les premières contaminations par rapport à différents micro-organismes qu'on a cités tout à l'heure. C'est une constatation. Voilà. Après, je ne dis pas qu'on va le résoudre du jour au lendemain, mais c'est des réflexions, à mon sens, à avoir quand même, quoi. Voilà, je suis désolé de secouer un peu des choses, mais c'est quelque chose qui est récurrent dans la filière. La récolte, on en parle depuis des années, et je conçois que pour un producteur, c'est compliqué, mais c'est un point clé. Comme je disais, l'hygiène, la façon, comment rendre votre raisin dans votre atelier, c'est clé aussi. Votre raisin, pardon, votre pomme, c'est clé aussi, quoi. Non, parce que j'ai le parallèle raisin. Oui, effectivement, le raisin, c'est plus facile, ça ne touche pas le sol. Enfin, voilà, donc effectivement, ils ont peut-être moins de soucis par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il faut le résoudre maintenant, mais il y a une réflexion, à mon sens, à avoir. Voilà. Ce matin, on a parlé du pH, Ouais. du cidre, pour faciliter certaines fermentations. Cet après-midi, on n'en a pas du tout évoqué. On a parlé de température, mais on n'a pas parlé du pH. Alors, oui, parce que on a fait des expérimentations sur le pH, mais dans les conditions où nous on l'avait fait, c'est qui était un peu particulière, on n'a pas vu d'effet sur la fermentation et sur la génération des composés volatiles, mais dans nos conditions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à aller visiter. C'est quelque chose qu'on va aller voir, qu'on veut aller voir sur le prochain projet, puisqu'il y a cette question récurrente de certains producteurs et les variétés acidulées, parce qu'il est dit effectivement qu'avec des fruits acidulés, on fait des produits plus fruités.
malgré le fait que ce ne soit pas autorisé au niveau de l'appellation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même aller visiter. Donc on planifiera des choses pour voir cet aspect, effectivement, intérêt d'utiliser des fruits plus acides, ou de moduler ces aspects-là. Pour compléter ce que tu dis, Hugues, en fait, l'acidité, on a regardé, ça ne change pas le métabolisme des levures. Ce n'est pas parce que c'est plus acide, un pH plus bas, que ça va faire plus de composés intéressants. Par contre, ce qu'on a dit ce matin, c'est effectivement, comme tu es à bas pH, tu limites les altérations bactéries lactiques et tout le cortège qui va aller avec. Et éventuellement aussi, peut-être, je ne pense pas forcément, mais peut-être Brettanomyces, et du coup, tu as des conditions d'arrivée du cidre à distiller qui sont meilleures. Et en fait, du coup, comme ça, tu as un meilleur produit après distillation, quoi. Donc, c'est un package global. Après, peut-être qu'il y a un impact de certaines variétés acidulées en termes de composés volatiles. Ça resterait à voir, mais c'est sûr que c'est une façon d'améliorer la qualité du cidre à distiller, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? D'autres questions ? Thomas ? Attends, C'était pas vraiment une question, c'était plus pour souligner la qualité du travail de cette journée, de tout ce qui a été présenté et de la recherche. Enfin, c'est quand même des occasions assez uniques qu'on ait de se réunir aussi nombreux en tant que producteurs. On doit être à peu près 80 à 100 personnes, c'est quand même assez exceptionnel. Et surtout souligner la qualité des résultats qui sont obtenus. Et bravo à toute l'équipe, bravo à tous. Bravo à IDAC aussi d'avoir initié le projet, quand même, c'est pas rien. Et puis bravo aussi à tous les chercheurs. Il y a quand même des pistes qui sont là, qui sont concrètes pour les uns et les autres, déjà à mettre en œuvre. Il y a encore plein de choses à rechercher et c'est toujours intéressant, mais quand même, bravo pour la qualité de tout ce qui a été fait. Merci Thomas. Il y avait une question, Rémi. C'était juste, est-ce qu'il y a eu des essais de fait sur des fermentations très rapides, qui ne seraient pas dans le cahier des charges, mais juste pour voir ce que ça donne, des essais de fermentation sur 4-5 jours ou une semaine avec distillation? Alors non officiellement, oui. J'ai pas le droit de le dire. Non, on arrive à faire des fermentations en moins de 3 semaines, comme le spécifie effectivement le cahier des charges. En dessous, on y arrive. On fait des eaux de vie qui sont correctes. Ça n'impacte pas. De faire rapide, ça n'impacte pas la qualité. C'est possible. On l'a testé, ça fonctionne. C'est souhaitable. Pardon ? C'est souhaitable. C'est souhaitable. C'est une bonne question. Disons que ouais, non, mais c'est un peu, ça dépend ce que vous voulez faire comme produit. Quel est votre cible de produit, j'aurais tendance à dire. J'essaie de pas botter trop en touche quand même. Non, mais ça dépend un peu de la qualité que vous voulez faire. Moi, je pense que ce n'est pas préjudiciable. Souhaitable, je ne sais pas préjudiciable. On peut le faire, ça fonctionne. Vous faites des produits qui tiennent la route, qui sont bons. Et si vous distillez tôt... Alors, ce qu'on a monté, ce qui est sûr et certain, c'est que la distillation précoce donne des produits plus fruités. Ça, c'est une question justement d'évolution de votre cidre à la conservation. Ce qu'on a montré, répété, plus vous conservez longtemps, plus vous avez des risques d'accidents microbiens et plus vous avez de risques de dégradation de vos arômes. Donc, de distiller précocement, ça a un intérêt sur cette typologie de produit. Après, sur le vieillissement, ce que ça peut donner sur une eau de vie de 15-20 ans, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. C'est plutôt avec le contexte du réchauffement climatique où on est obligé de commencer début septembre avec des températures de 25 degrés, c'est vrai que ça part. On peut se poser des questions, parce que refroidir des jus à 8 degrés quand il fait 25 degrés. C'est ce qu'on disait, l'idéal, ça serait ça, si on veut maîtriser certains aspects pour pas que ça parte. Dans le vin, malheureusement, et c'est ce qu'ils font, déjà, ils vendangent la nuit, ils ont des températures un peu plus hautes que nous, ils vendangent la nuit, 2, ils refroidissent la vendange au CO2, enfin voilà, ils utilisent maintenant en plus des trucs, alors c'est pas du tout... en accord avec les aspects climatiques. Enfin voilà, ça va un peu contre tout ça, mais ils n'ont pas de solution. Et bon voilà. Donc là-dessus, c'est des choses qu'on veut étudier quand même, tous ces aspects en lien avec le réchauffement climatique, effectivement. Et dans le prochain projet, c'est un peu le driver. On en discute avec nos collègues là pour monter le prochain. C'est un peu cette optique-là de dire aussi, réchauffement climatique oblige, on va avoir des changements
de nos milieux, de ce qui se passe, et on va aller essayer d'étudier ces aspects-là sur vos impacts, fermentation, et ainsi de suite. Mais oui, c'est un vrai problème. Pour répondre à François sur la question est-ce que les fermentations rapides c'est souhaitable, si c'est bien mené, en fait, si c'est des fermentations que tu as rendues rapides en ensemençant avec un peu de levure, oui, ça donne pas de problème. Voilà. Après, tu n'as pas forcément des produits, ce qu'a dit Hugues, c'est en vieillissement, qu'est-ce que ça va franchement donner, mais dans notre vision, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, si c'est des fermentations rapides parce que tu sors en sortie presse à 20 degrés et que tu as des malots tout de suite sous presse, non, ça ne va pas donner des super produits. Quoi, voilà. Oui, il y a ces mais si tu contrôles, effectivement, c'est plutôt correct. Quoi. Nous, c'était des fermentations qui étaient relativement contrôlées quand même, hein, ce qui a été sorti en une quinzaine de jours. De mémoire, c'était parti on ne pensait pas que ça allait aller si vite, hein, mais voilà, en 15 jours, c'était fini. Mais les produits, il y avait de l'acétate d'éthyle parce qu'on avait enseigné à Spora, mais voilà, sinon c'était aromatiquement, il y avait du fruité, il y avait... Je vous remercie tous, je remercie les intervenants en tout cas aussi d'avoir participé, d'avoir fait des super présentations, voilà, c'était hyper intéressant aussi pour nous.